Comment voulez-vous que je vous salue en vous gratifiant des pires mélanges culinaires quand je suis en train de me régaler avec un cookie de folie qui s'appelle le Monica, parce que oui, ils sont tous nommés d'après des personnages de Friends, réalisé avec amour par une amie à moi qui a tout plaqué du jour au lendemain pour ouvrir sa compagnie de biscuits. Laissez-moi vous dire que ce mélange amande grillée, chocolat blanc, framboise réalisé par ses douces mains, c'est tellement bon qu'en son honneur, aujourd'hui, vous serez mes petits cookies chéris. Et puisqu'on parle de délicieux cookies à la framboise et autres gourmandises, il est temps pour moi de vous toucher quelques mots du sponsor de la vidéo du jour, qui n'est autre que Ava & May. Ava & May, c'est une marque européenne et plus spécifiquement allemande qui allie gourmandise, voyage, découverte et qualité au sein de ses produits qui sont toujours magnifiquement sculptés, bien pensés, designés, mais surtout vegan, cruelty free, sans produits chimiques et à base d'ingrédients naturels. Autrement dit, la marque coche absolument toutes les cases pour celles et ceux qui font particulièrement attention à la composition des produits qui rentrent dans le cœur de leur foyer. Et si la dernière fois la découverte de cette marque était placée sous le signe du voyage et du dépaysement, cette fois-ci on va plutôt se concentrer sur l'aspect gourmand, chaleureux, nostalgique et réconfortant, avec une gamme de produits qui va vous donner envie de vous ruer en pâtisserie et de vous rouler sur une couverture en pâte feuilletée et d'ingérer des quantités astronomiques de ganache, de fruits, de pâtes, de glaçage grâce au délicieux et très généreux set Berilius Treat qui est constitué de 2 maxi bougies. La première à la tarte aux myrtilles avec des parfums de myrtille, de vanille, de musc qui n'est absolument pas écœurant. Moi qui déteste tous les parfums d'intérieur et de synthèse qui sont trop sucrés, sirupeux et écœurants et que vous éteignez presque avec un haut le cœur sitôt la flamèche allumée, je suis tombée amoureuse de la tarte à la myrtille qui délivre des effluves fruitées, délicates, présentes mais sans être entêtantes, qui me donne tout simplement l'impression d'avoir posé une énorme tarte aux myrtilles dans un coin de ma cuisine et de la laisser embaumer. C'est un véritable régal. Et pareil pour sa grande sœur qui est la maxi bougie parfumée cheesecake à la fraise avec bien évidemment des arômes de fraise, de vanille et de rose anglaise. Un délice également légèrement plus entêtant mais pas le moins du monde écœurant. Et autant vous dire que ce bonheur pâtissier et ce plaisir gourmand va se prolonger puisque ces généreuses bougies mettent pas moins de 55 heures à se consumer. De quoi profiter de ces belles nuits haussiennes et pourquoi pas aussi d'adoucir la fin des vacances et la reprise du travail. Et parce qu'acheter les produits en set vous permet de faire de sérieuses économies, j'ai également profité de l'opportunité pour m'offrir le diffuseur de parfum Pearl qui libère de délicates notes de lavande, de fleurs blanches et de musc et qui se marie excessivement bien avec cet univers gourmand et pâtissier des 2 bougies que je vous ai présentées à l'instant. Et que dire de la beauté de ce packaging qui porte extrêmement bien son nom puisqu'il est nacré, perlé, luminescent avec un halo multicolore qui illumine tout de suite la pièce ou le meuble sur lequel vous l'avez déposé. Et si vous êtes déjà tel de petits écureuils derrière vos écrans en train de faire le plein sur le site de Ava & May, n'hésitez pas à utiliser le code promo PRADAFREE qui va vous donner 50% de réduction immédiate, mais aussi la possibilité de glisser un diffuseur de parfum de votre choix directement dans votre panier sans minimum d'achat. Et maintenant que tout le monde nage dans les effluves pâtissières et la jovialité, on va retourner au livre et je vous laisse donc avec le reste de la vidéo. Hello mes petits cookies chéris, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me met dans un état d'euphorie intense parce que j'ai ma dose de sucre, mais en plus de ça, je viens pour vous parler des 32 sorties de la rentrée littéraire qui me font le plus envie. Donc on va s'arrêter sur chacune d'entre elles qui sortent entre août et tout début novembre. Je vous préviens, cette vidéo a un potentiel inflammable très important sur vos wishlists personnelles, soyez prévenus. Histoire que vous sachiez un petit peu où vous mettez les pieds sur ces 32 titres, il y a un graphique, 5 VO et tout le reste c'est un joyeux maelstrom de genres, d'âges divers et variés. Et on attaque tout de suite parce que j'ai beaucoup trop hâte de vous parler de tous ces romans. Le premier titre à avoir agité mon radar sortira le 1er août qui est au passage la meilleure date de l'univers puisque c'est ce jour-là que j'aurai 31 ans. Et oui, je suis née le 1er août et j'adore fêter mon anniversaire. Je disais donc, avant d'être grossièrement interrompue par moi-même, je me fatigue, qu'en date du 1er août allait sortir At the Coffee Shop of Curiosities, écrit par Heather Weber. Dans ce roman, on va suivre les tribulations d'Ava, une jeune femme endeuillée qui vient tout juste de perdre son mari et qui sur un coup de tête va décider de partir dans une petite bourgade pour devenir gardienne responsable d'un petit vieux et de son chat. Et en parallèle de ça, dans ce même village, vit Maggie, une jeune femme qui est responsable d'un coffee shop assez particulier
particulier puisque la magie pourrait planer entre deux cafés. Les deux vont être amenés à se croiser, de cette rencontre va jaillir des étincelles et surtout une très très belle amitié qui va permettre à chacune de guérir et de panser ses plaies, le tout avec une pointe de magie, c'est très intriguant. On fait un petit salto dans le temps et on atterrit directement au 17 août, date à laquelle nous allons enfin avoir droit à la traduction de Demain, Demain et Demain, le roman signé par Gabrielle Zevin. Zevine, je ne sais jamais et je ne saurai jamais comment est-ce qu'on prononce le nom de cette autrice que pourtant j'adore, puisqu'elle fait partie de ces noms qui ont marqué mon parcours de lectrice, notamment avec son merveilleux Une vie ailleurs. Dans Demain, Demain et Demain, on va suivre Sadie et Sam, deux adolescents qui vont se rencontrer à l'hôpital puisque l'un se remet de son accident et l'autre rend visite à sa sœur malade, et ces deux passionnés de jeux vidéo vont refaire le monde et oublier un petit peu leur chagrin en bonne compagnie, sauf que leur histoire va plus ou moins s'arrêter là, en tout cas pendant quelques années, puisque un soir de décembre, ils vont se recroiser dans le métro totalement par hasard, et ces deux adolescents rêveurs sont maintenant étudiants, passionnés de jeux vidéo, et vont décider de s'associer pour créer un monde virtuel qui va devenir un immense blockbuster, sauf qu'à peine âgé de 25 ans, ça va être compliqué de gérer l'amitié, le passé, la célébrité survenue, les enjeux, l'avenir, et c'est une merveilleuse réflexion sur la créativité, sur les relations. J'ai très hâte de voir ce que nous a concocté l'autrice. Et le même jour, je serai également en librairie pour acheter Méduse de Martine Desjardins, qui va sortir aux éditions de La Talente. Il s'agit d'une novella qui réinterprète un petit peu le mythe de cette célèbre méduse, puisqu'on va suivre une adolescente qui est victime d'une malformation qui l'a frappée au niveau du visage. Elle se cache toujours derrière ses cheveux et se réfugie dans les livres pour échapper aux moqueries de ses camarades. Et un jour, elle va avoir accès, je crois, à d'étranges pouvoirs et surtout pouvoir mettre en place sa vengeance implacable. Vous me dites vengeance, vous me dites réécriture de mythe, vous me dites les éditions de La Talente, le tout en format novella. N'en jetez pas, la coupe est pleine, ma carte de crédit est prête à saigner. Surtout que si on met un orteil sur cette pointe savonneuse, ma carte bleue n'a pas fini de rendre tripes et boyaux, puisque en date du 23 août, c'est pas moins de 4 sorties que j'ai notées, à commencer par le mystérieux et très intriguant Sol, signé par Antonio da Silva et publié aux éditions du Rouergue. Auteur que je connais puisqu'il avait écrit Sortie 32B, un roman horrifique qui se déroulait sur une autoroute hantée dans laquelle le temps s'était suspendu pour laisser toutes les pires horreurs se déchaîner. Et là on est dans quelque chose d'un petit peu plus métaphysique et lié directement à l'environnement, puisqu'il s'agit d'un roman de SF écologique dans lequel on va suivre un peuple maltraité puisqu'il est capable de faire la photosynthèse, et c'est, semble-t-il, un portrait d'une humanité à l'agonie, le tout sur fond de survie. J'ai très hâte. Et le même jour va sortir le nouveau bébé d'Émilie Chazeran, une autrice que je vénère pour son humour, pour sa plume, pour son univers, pour sa patte reconnaissable entre mille et pour son inventivité. J'avais été transportée par Annie au milieu, j'avais voyagé dans le pays de l'hiver en Alsace avec Falalalala, et les pépiques qu'on lui doit n'étaient pas non plus en reste, avec son adorable souris maman et son truculent comment j'ai transformé une huître en ma sœur et inversement. Bref, Émilie Chazeran pour moi c'est une valeur sûre, et le 23, elle va sortir toujours chez Sarbacane, La maison sous la maison, et on va suivre Albertine, 11 ans, qui vient d'emménager dans une maison digne d'un conte de fées complètement farfelu, visiblement à l'image de sa famille, et quand la petite fille va débarquer dans la cave, elle va tomber sur une porte qui donne directement sur une autre maison sous la maison, peuplée d'étranges habitants, mais vu qu'il y a des mantes religieuses sur la couverture, peut-être que ça a un lien avec les insectes, peut-être pas. En tout cas, j'ai très hâte de m'y plonger. Et comme on est gâté, autre roman d'une autrice que j'admire pour sa plume, pour sa patte, il s'agit de Claire Berest et de son L'épaisseur d'un cheveu, qui promet d'être une lecture marquante et impactante et poignante, puisque le postulat de départ, c'est que Étienne et sa femme Vive semblent nager dans le bonheur marital depuis une dizaine d'années, et malheureusement, quelque chose a dû déraper. Il y a dû avoir un couac, un grain de sable dans l'engrenage, c'est l'euphémisme du siècle, puisque le roman s'ouvre, Étienne vient d'assassiner sa femme. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui a motivé son geste, et je pense que ça va être un retour en arrière dans un huis clos de couple qui promet d'être bien sanglant. Ça me rappelle un petit peu le procédé narratif auquel on avait eu droit dans Chanson douce de Leila Slimani, avec un incipit qui rentrait dans le dur, on était in medias res dans l'horreur, et si la trame et la façon de faire s'en rapprochent plus ou moins, ça promet quelques frissons et quelques moments de bien marquant. Et comme cette journée du 23 est vraiment placée sous le signe des retrouvailles littéraires, je suis enchantée de vous annoncer, si vous avez raté l'information, que nous allons avoir le droit
au nouveau roman d'Hélène Lenoir qui va s'appeler Battlestar Botanica et qui se passe dans le même univers et qui se déroule, je crois, après Félicratie, son premier roman publié chez Sarbacane que j'avais dévoré parce que c'était un super mélange entre Independence Day et The Good Place en termes d'humour, de décalage, mais en même temps de fin du monde, extraterrestres qui sont là pour envahir l'humanité, puisque de grosses bébêtes vont débarquer un jour sur Terre et asservir l'humanité pour en faire leurs animaux de compagnie. C'est-à-dire que pour être plus précise, ils ont exterminé 98% des humains et les 2% restants, eh bien ils les ont habillés de kigurumi en pilou-pilou et ils les domestiquent directement chez eux. En gros, nous sommes les chats des extraterrestres, mais quand on parle d'ailleurs de félins, c'est pas anodin puisque c'est un petit peu leur seul point faible, puisque ces créatures sont hyper fortes, hyper intelligentes, avec une technologie qui dépasse de loin la nôtre, mais par contre, ils sont allergiques aux poils de chat. Donc ils les ont bien évidemment tous trucidés, sauf que Yacine, qui est animal de compagnie pour extraterrestres, est plutôt content de sa situation jusqu'à ce que Rose, une rebelle capturée, rejoigne son foyer et qu'elle n'a pas du tout l'intention d'être docile. Comme par hasard, ils vont tomber sur des chatons abandonnés pas très loin de la cour de leur immeuble et ça va être le départ d'une aventure juste dingue, hilarante et en même temps dramatique. On n'est pas épargné, donc je suis très impatiente de voir ce que l'autrice nous a concocté avec ce deuxième tome qui peut être lu indépendamment mais qui va tourner globalement toujours un petit peu autour de ces mêmes ingrédients. J'ai très hâte. Et après tout ça, dès le lendemain, on peut également retourner en librairie puisque j'ai 3 sorties qui me tentent énormément. À commencer par Les Voleurs d'innocence, un roman signé par Sarah Walker et publié aux éditions Gallmeister. Et alors là, le synopsis est aussi appétissant que les cookies que je suis en train de dévorer entre les prises, puisque l'intrigue va se passer dans les années 50 dans une immense villa victorienne au sein d'une famille richissime qui a donné naissance à 6 filles. Sauf que quand la première se marie et meurt tragiquement après ses noces, un voile d'ombre va déjà venir s'installer doucement au sein de la famille, sauf que la deuxième va connaître le même sort et les suivantes sont un petit peu refroidies et bien décidées à survivre, quitte à devoir renoncer à tous leurs principes et à se rendre coupables des pires ignominies. Donc j'attends un conte gothique, résolument féministe avec des héroïnes qui veulent échapper à ce destin qui semble inexorablement les mener vers leur mort. Je trouve que c'est très intriguant. Avec le titre suivant, ma carte bleue va pouvoir respirer l'espace de quelques secondes parce que j'ai déjà lu ce roman l'année dernière. C'est d'ailleurs l'une de mes plus belles surprises. Il s'agit du premier roman signé par Sangu Mandana qui s'appelle La Société très secrète des sorcières extraordinaires, connu en anglais sous le titre The Very Secret Society of Irregular Witches. Et comment vous dire que l'histoire de Mika, une jeune sorcière qui essaie de vivre incognito pour respecter les règles de la société magique qui veut que personne ne doit jamais apprendre l'existence des sorcières et pour ce faire, pour éviter un agglomérat de pouvoir qui créerait des situations à même de les exposer aux yeux des mortels, chaque sorcière doit vivre indépendamment des autres et une seule réunion très encadrée permet de se regrouper pour échanger sortilèges, nouvelles, difficultés. Sauf que Mika va un petit peu briser cette solitude qui est la sienne puisqu'elle va accepter de devenir la tutrice de 3 sœurs sorcières qui ont été élevées dans le plus grand des secrets par une misanthrope qui les aurait adoptées mais qui est très absente et qui les a confiées au bon soin de son jardinier, du mari de ce dernier mais aussi de sa cuisinière et de son libraire personnel Jamie qui ne voit pas du tout d'un bon oeil l'arrivée de Mika dans cette petite famille de cœur. Ce merveilleux coup de cœur, j'ai eu la très bonne idée de le chroniquer en vidéo sur la chaîne, donc je vous remettrai le lien en barre d'infos ainsi que dans le petit si jamais vous voulez plus d'informations parce que ça vaut très clairement le détour. En plus la couverture française n'est pas dégueu à regarder, donc pour celles et ceux qui ne parlent pas la langue de Shakespeare, c'est l'occasion de vous plonger dans cette très belle histoire. Et pour rester dans cette douce mouvance, que diriez-vous d'une petite novella de science-fiction positive qui va sortir aux éditions de La Talente toujours le 24. C'est signé par Elisa Béram, une plume française pour ne rien gâcher, et il s'agit du Premier jour de paix qui est une fable écologique sur un roman post-apo, sur une humanité qui a dû s'adapter suite au changement climatique et qui n'arrive pas à renoncer à l'espoir. Ce résumé est flou et c'est tout à fait normal parce que j'étais presque comme ça en regardant sur le site de l'éditeur les prochaines sorties qui m'intéressaient parce que je voulais pas trop en savoir et en même temps je n'ai pas pu ne pas être attirée par une phrase qui nous dit ceci. À l'instar de Becky Chambers, Elisa Béram ne cède pas notre avenir au cynisme et au fatalisme dans cette anticipation climatique. La gravité de la situation n'exclut pas l'espoir. Vous me dites SF, vous me dites positivité, écologie, un peu dans la même veine que Becky Chambers. Je vous donne mon IBAN tout de suite.
Le 25 août sortira aux éditions des Forges de Vulcain le nouveau roman signé par Éric Pessan qui s'appelle La Tempête. Et non, vous ne rêvez pas, ce titre a effectivement un rapport plus ou moins éloigné avec la pièce éponyme de Shakespeare, puisque dans cette histoire on va suivre un homme qui est passionné de théâtre, je crois qu'il est metteur en scène, sauf que cela fait quelques années que son activité périclite et un soir sa femme lui dit qu'ils vont devoir s'asseoir les yeux dans les yeux et discuter argent pépette, parce que cette absence de revenus commence à trop peser sur leur quotidien. Ça va être l'occasion pour l'auteur de dérouler toute une réflexion autour du rôle des créatifs, de l'impact de l'art dans nos vies, de la place qu'on lui accorde en temps de crise, en temps de paix, quelles autres valeurs autres que pécuniaires peuvent revêtir nos actions au quotidien, nos passions, le tout avec une histoire de transmission entre cet homme passionné et sa petite fille qui semble vouloir aller un petit peu dans le même sens que lui, puisqu'apparemment elle partagerait son amour pour le théâtre. Il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie de craquer, même si je crois que l'un des seuls autres livres de l'auteur que j'avais eu l'occasion de découvrir ne m'avait pas particulièrement convaincue. J'ai très bon espoir d'apprécier celui-ci. Et puisqu'on parle de relations parents et enfants, je vous propose qu'on glisse doucement vers la prochaine parution qui sortira le 29 août. Il s'agit de Dans la forêt des larmes, écrit par Glendy Vandara, et qui va s'intéresser au destin d'Elise, une femme qui enfant a toujours trouvé refuge dans la forêt près d'un lac pour souffler et rêvasser tranquillement, sauf que cet environnement qui a été tant préservé et source de tant de joie et de bonheur et de repos pendant son enfance va revêtir une toute autre apparence quand elle va devoir y fuir et y trouver refuge en tant qu'adulte et mère. Et je crois que l'un de ses enfants va disparaître dans ces bois, dans cette forêt. Vous me parlez de relations familiales compliquées, de rapport à la nature, de transmission, de filiation. C'est bon, je signe. Je suis devenue très faible à ce niveau-là. Et dès le lendemain, le 30 août, les éditions Korrigan vont nous proposer une romance saphique qui s'appelle The Night and Its Moon, qui raconte l'histoire de deux orphelines qui sont placées dans un établissement très peu reluisant dans lequel elles sont traitées comme des marchandises parce qu'elles sont de sang mêlé, à la fois humaines mais aussi faées. Personne ne veut d'elles, on les traite terriblement mal. Et un jour, l'une d'elles va être achetée par la dirigeante d'une maison close et ces petites filles qui s'étaient toujours promis de s'enfuir et de s'offrir une vie meilleure, un avenir plus prometteur et plus clément ensemble pour vivre leur amour au grand jour, vont devoir s'accrocher à cette promesse pour affronter les difficultés de la vie et essayer de se retrouver envers et contre tout. Et pour clore en beauté ce mois d'août qui est déjà plutôt bien chargé, j'ai noté 2 titres en date du 31, à commencer par Millepertuis, le nouveau roman signé par Julia Thévenot, qui va être publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Et si je trépigne comme ça, c'est parce que vous vous souvenez peut-être que Bord de terre, le premier roman fantasy de l'autrice, qui avait été publié aux éditions Sarbacane, avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré ce roman. Pareil pour Lettre à toi qui m'aime, qui était sorti je crois 1 an plus tard. C'est 2 excellentes lectures. Julia Thévenot, elle a une imagination débordante et une plume ciselée qui a sa tonalité propre et sa musique bien à elle. Je suis totalement conquise par son travail. Je me dirige les yeux fermés sur tout ce qu'elle fait et Millepertuis a l'air particulièrement alléchant puisque c'est le premier tome d'un diptyque fantasy très contemporain, plutôt trash et chaleureux à la fois, qui va nous plonger dans le quotidien de Horty, une sorcière âgée de 15 ans qui semble avoir grandi dans une famille haute en couleurs et qui va pour autant déclencher une catastrophe qui va mettre la pagaille parmi tous les membres de sa famille. Et pour lui rendre justice, je vais carrément vous lire le résumé parce que je ne saurais pas trop comment le condenser à ma façon. Si du haut de ses 15 ans, Horty se retournait vers son enfance pour tenter de retracer le chemin à l'envers, c'était là qu'elle se retrouverait, sur le sofa de tante Vive, entre ses 2 sœurs. Épine, préadolescente aussi brillante que contradictoire, source infinie de portes claquées qui remplissaient 90% de l'attention de leur sorcière de mère, et la petite Ronce qui avait une façon bien personnelle d'occuper les 10% restants. C'est à cette époque-là que tout a vrillé. Là qu'Horty a commis un impair de catégorie supérieure qui lui a pavé la voie vers de très sérieux problèmes. Oui, je lis sur mon ordinateur parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai bien mis la liste dans l'ordre chronologique avec tous les résumés, les captures d'écran des couvertures quand elles étaient disponibles histoire de bien m'y retrouver. Et je vous jure que je me suis créé un petit catalogue en PDF que j'ai très envie d'acquérir dans son intégralité. Et Millepertuis a l'air juste parfait. Par contre, je vous préviens, avec le prochain roman, c'est Les Montagnes Russes. En termes d'ambiance et d'émotion, on n'est pas du tout dans la même catégorie, puisque toujours le 31 août, j'ai repéré L'Enfant des forêts de Michel Hauteville qui va être publié aux éditions du Tripode. Et là, si j'en crois le résumé qui, à mon avis, a été volontairement rédigé pour
évoquer, suggérer plus que vraiment expliquer le contenu du livre, j'ai le sentiment qu'on va assister à un huis clos entre un petit garçon qui a été kidnappé et son kidnappeur. On en décrit un comme l'innocence qui a été capturée et l'autre comme l'ogre qui s'en prend à l'innocence des enfants. Donc j'ai bien peur qu'on soit sur ce terrain-là, mais comme le catalogue des éditions du Tripod a su me surprendre à plus d'un égard, j'ai très envie de lui laisser sa chance malgré ce sujet qui peut être plus qu'épineux. Et puis gardons à l'esprit que ce n'est pas non plus improbable que j'ai totalement mal interprété la 4e de couverture. On n'est pas à l'abri. Et sur cette note hyper réjouissante, je vous propose qu'on ouvre les hostilités pour le mois de septembre, avec en date du 6 une publication de fantasy jeunesse qui s'appelle La dernière saison de Selim, écrite par Pascal Kivigé, à qui on doit une première trilogie de fantasy qui a quand même très bonne presse et très bonne réputation aux éditions du Rouergue. Et si j'ai bien compris, on se retrouve catapulté dans le même univers, mais avec un récit qu'on peut découvrir indépendamment, même si certains personnages semblent traverser la narration de façon plus ou moins insidieuse. Mais je l'ai noté tout de même parce que j'hésitais déjà à lire la première trilogie, et je suis tellement intriguée par ce volume-là en particulier que je pense sincèrement me lancer dans l'aventure, et peut-être qu'en vous lisant le résumé, vous serez comme moi. L'empire de Selim, son soleil de plomb, ses dunes à perte de vue, son sultan cruel, fils de tyran cruel, sa religion incarnée par la déesse innommable, sans oublier sa prophétie qui a commencé à se réaliser, inoculant la peur car tout le monde connaît ses dernières strophes. Lorsque le soleil ne se lèvera plus, ce que vous consommez vous consumera. Avant qu'il ne soit trop tard, l'impossible doit être fait, et la dernière chance de Selim repose sur un étrange duo, Esmé et Mersner. Après le fabuleux royaume de Pierre d'Angle, Pascal Kivigé renoue avec son univers monde et certains de ses personnages les plus emblématiques. Franchement, si cette prophétie, ce royaume en déroute écrasé par le soleil, ne vous tente pas, je sais pas ce qu'il vous faut. Et le même jour, de la part du label Phoebs, qui, il me semble, appartient aux éditions Brajlom, nous allons avoir le droit à un thriller qui me paraît particulièrement implacable, qui s'appelle Where Echoes Die. C'est écrit par Courtney Gould, et ça raconte l'histoire de deux sœurs qui vont être totalement laissées à la dérive et laissées pour compte suite à la mort de leur mère, qui était une journaliste d'investigation brillante mais visiblement tourmentée, et les deux vont donc faire route vers une ville en Arizona qui intriguait tout particulièrement leur mère pour une raison un petit peu bizarre, et quand elles arrivent, elles se rendent compte assez rapidement que c'était peut-être justifié parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas de cimetière, il n'y a pas de voiture, que des bâtiments militaires délabrés et une sombre menace qui semble planer sur le tout. Et le 14 septembre, nous allons avoir le droit à un cocktail détonnant à base de super-héros, d'histoires d'amour, de mignonitude et d'humour, avec la nouvelle traduction de TJ Klune qui s'appelle The Extraordinaries, qui va sortir aux éditions de Saxus. Et là, volontairement, je n'ai même pas regardé le résumé, c'est TJ Klune avec des super-héros, une romance entre deux garçons, de l'humour, de la douceur, bref, TJ Klune. Il ne me fallait pas un argument de plus. Et le 19 septembre, je vais faire le plein de contemporains magiques en anglais avec 3 titres que je me suis notés et dont je vais vous parler très rapidement. Le premier s'appelle The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic, et on va y suivre l'histoire de Sadie, une sorcière qui va être obligée de revenir dans sa ville natale pour être au chevet de sa grand-mère qui est mourante, et en plus de ça, son ex va faire son apparition avec peut-être des secrets de famille dans sa valise dont elle se serait bien passée. Et quand on parle de secrets qu'on préférait ne pas voir révélés, je vous présente dans la foulée Ex-Education de Maureen Kilmer, qui raconte l'histoire de 3 sorcières adolescentes qui ont fait une bêtise un jour, une incantation qui a foutu le feu, je crois, une partie de leur campus, et des années plus tard, quelqu'un a décidé de faire le jour sur ce qui s'est passé réellement lors de cet événement, et pour éviter que la personne qui mène l'enquête ne mette le doigt sur la vérité, les 3 femmes qui ne se sont pas vues depuis des années vont émerger et essayer d'enterrer ce fait divers sordide de leur passé de la façon la plus efficace possible, mais je ne suis pas sûre qu'elles y arrivent vraiment. Et puisque j'avais adoré son dernier roman intitulé Crackle, je vais bien sûr lire Black Sheep, le nouveau titre signé par Rachel Harrison, et j'ai volontairement refusé de lire la 4e de couverture. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une histoire de famille plutôt dysfonctionnelle avec un membre qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, et cela pourrait bien causer quelques étincelles malencontreuses. Je vous signale rapidement au passage que le 21 septembre va sortir le 3e tome de la série des archives des collines chantantes, qui va s'appeler Entre les méandres. La couverture est absolument sublime, et c'est en gros un récit, un retour sur le passé, sur la figure d'une mystérieuse impératrice qui a marqué son temps, qui vient juste de mourir, et le tout à travers les yeux de sa plus fidèle servante, qui va se confier
à une archiviste accompagnée d'un oiseau esprit. C'est nébuleux, c'est poétique, c'est immersif et magnifiquement écrit. Je vous invite très chaleureusement à découvrir cette série avec le premier tome qui s'appelait L'impératrice du sel et de la fortune si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes amateur et amatrice de pauses méditatives, contemplatives, douces et gourmandes, vous ne pouvez pas manquer le 22 septembre et la sortie de L'odeur des clémentines grillées, dans la mesure où on va feuilleter le journal intime d'un libraire qui vit dans un petit village niché dans une chaîne montagneuse. Ça m'envoie des vibes littérature japonaise, mais je crois que c'est coréen et j'ai très hâte de voir ce que ça a sous le sabot. Restons dans les bons sentiments, mais avec quelques flocons en prime, puisque je vous présente une romance de Noël qui va sortir le 26 septembre, qui s'appelle Love Holly et qui est écrite par Emily Stone. D'après les quelques souvenirs épars que j'ai conservés de ce résumé, on va suivre l'histoire d'Holly, une femme qui a le cœur brisé puisque un accident de voiture a fait complètement éclater sa vie de famille. Et pour essayer de se mettre un petit peu de baume au cœur et de donner de l'amour et de trouver une forme de contact humain, elle va intégrer un genre d'association qui a pour mission de permettre aux personnes qui passent Noël seules de s'écrire des lettres. Donc chacun va avoir un ou une correspondante mystère et elles vont pouvoir s'échanger une lettre pour s'offrir un petit peu de chaleur entre personnes qui se comprennent plus ou moins à demi-mot. Et là où les choses vont venir se pimenter légèrement pour Holly, c'est qu'elle va reconnaître les lieux qui sont mentionnés dans la lettre qu'elle va recevoir et elle ne va pas pouvoir s'empêcher d'essayer d'identifier son mystérieux correspondant. Le 26 septembre va aussi sortir le seul graphique de cette liste que j'ai repéré pour la rentrée littéraire. Il s'agit de Nell of Gambling, qui est écrit par Emma Stein-Kellner et qui est une autrice que je connais parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome de sa série de graphiques The OK Witch. Et là, je pense qu'on va retrouver sa touche décalée d'une petite héroïne qui est vouée à un destin bien particulier lié à ses atavismes familiaux, mais qui n'est pas tout à fait prête à rentrer dans le moule et à se glisser dans la peau qu'on a tricoté à son effet. Et dans cette histoire, on va suivre une jeune magicienne qui veut devenir artiste et pas du tout l'apprentie d'une archiviste dans un sombre donjon d'une académie de magie. Ça ne l'intéresse pas du tout. Donc comment concilier ses aspirations avec son environnement direct? Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je sais que ça va être espiègle, que ça va être tendre et toujours dessiné avec beaucoup de talent. Donc il me tarde de découvrir cette nouvelle histoire. Et nous allons conclure cette exploration littéraire du mois de septembre avec deux titres qui sortent le 28, à commencer par La Maison des Sortilèges de Emilia Hart, qui nous propose un destin de femme croisée à travers 4 siècles différents. La première qui est notre contemporaine qui va se réfugier dans son manoir familial totalement délabré pour échapper à un mari violent. La deuxième plutôt, je crois, à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale. Et la troisième au XVIIe siècle qui connaît bien les simples, qui maîtrise le pouvoir des plantes et qui malheureusement va être accusée à tort de sorcellerie. Je n'ai aucune idée ou indice sur la façon dont l'autrice va pouvoir tricoter ces 3 intrigues pour qu'elles se répondent, mais je suis très intriguée par ces destins de femmes sur une ambiance un peu gothique avec ce manoir. Je suis très impatiente. Et parce que fin septembre on va se rapprocher gentiment d'Halloween et qu'on va être en plein Pumpkin Autumn Challenge, je suis très contente de pouvoir me procurer le 28 le 4e tome de la saga frissonnante signée par Catherine Arden qui va s'intituler Effroi à la fête foraine. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, le premier tome s'appelle Terreur à Smoke Hollow et c'est des romans plutôt jeunesse qui vont nous raconter l'histoire de Olive, une petite fille qui vient de perdre sa maman. Dans le premier tome elle est très en colère, elle vit avec son papa qui est un amour, vraiment cet homme paix sur lui, et elle va un jour tomber sur une femme qui jette un livre dans la rivière, sauf que cette petite fille est une grande lectrice donc elle va venir au secours de ce pauvre livre abandonné, floué, et commencer à le lire, sauf que c'est un peu gênant, c'est des histoires de monstres qui se baladeraient dans une ferme avec peut-être des possessions, enfin un truc très angoissant, sauf que le lendemain elle a une sortie scolaire et qu'elle ne va pas être sa surprise de découvrir que la ferme où elle se rend est celle qui est décrite dans ce mystérieux livre. Franchement, le premier tome m'avait collé quelques petites chocottes bien senties. Le deuxième était super au niveau de l'ambiance avec ce chalet perdu dans la neige, isolé en pleine tempête. C'était chouette. Le troisième c'était plus gluant, plus poisseux avec une île mystérieuse au milieu d'un lac peuplé de choses pas forcément très amicales. Et là, le dernier, je crois que si vous n'aimez pas les clowns, il risque de vous coller de sérieuses angoisses. Moi, il me tarde de le lire. Et quoi de mieux pour attaquer le mois d'octobre que le tome 3 des Mémoires de la forêt écrit par Michael Brun-Arnaud. En plus, c'est un conte de Noël qui va sortir le 4 octobre. J'ai encore une fois volontairement refusé de lire la 4e de couverture parce que je n'ai pas encore lu le tome 2 et que cette série, je l'aime quoi qu'il en soit, quoi qu'il me soit raconté, parce que Michael a des talents de conteur et un don
inné pour l'émotion, pour taper juste et fort, sans que ce soit traumatisant, mais sans nous épargner pour autant. Donc vous me dites simplement 3e tome, Conte de Noël, le tout encore une fois illustré par Sanoé. Ça sort le 4 octobre aux éditions de l'École des Loisirs. Et si vous n'êtes pas fan de jeunesse, c'est pas grave, le même jour va sortir un roman de Dark Academia qui, à mon avis, s'est bien fait attendre en français. Il s'agit de If We Were Villains, qui est écrit par M.L. Rio. Et là, ça va vraiment être l'histoire d'un meurtre au sein d'une troupe de théâtre qui est en train de bosser sur Shakespeare, il me semble. Donc faux semblant, université, meurtre, mystère, sacré cocktail. Et parce que oui, ça y est, comme beaucoup, je suis tombée dans la marmite Blackwater. Je me suis notée pour la date du 6 octobre la sortie du nouveau titre de Michael McDowell qui s'appelle Les Aiguilles d'Or aux éditions de Monsieur Toussaint l'ouverture. Là, je vais vous lire le résumé parce que ça vend du rêve, ou en tout cas du rêve, je sais pas si c'est le terme. Ça donne très envie et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un long format puisque le roman fait plus de 500 et quelques pages. Ça promet quelques petites émotions. Dans le New York de la fin du 19e siècle, coexistent deux mondes que tout oppose. D'un côté, l'opulence et le faste, de l'autre, le vice monnayé et l'alcool frelin. C'est à leur frontière, au cœur de l'infâme triangle noir, qu'une famille fortunée va chercher à asseoir sa notoriété en faisant mine de débarrasser la ville de sa corruption. Les Stalworth, dirigés d'une main de fer par leur patriarche, l'influent et implacable juge James Stalworth, assisté de son fils Edward, pasteur au serment incendiaire, et de son gendre Duncan Fair, jeune avocat à la carrière prometteuse, ont un plan impeccable. Déraciner le mal en éradiquant une lignée corrompue de criminels, les Shanks. Franchement, ça pue la dégénérescence familiale et la corruption et les meurtres et les vendettas au milieu du New York des années 50. Je signe tout de suite. Et pour se remettre de toutes ces émotions bien noires, bien poisseuses, je me suis noté la sortie d'un 2e tome, même si je n'ai pas encore lu le premier, mais il est dans ma pile à lire et il ne va pas tarder à passer à la casserole. Il s'agit du Restaurant des recettes oubliées, le 2e service, qui est toujours écrit par Hisashi Kashiwai et qui nous plonge à nouveau dans ce mystérieux établissement dans lequel on ne peut visiblement arriver sans une petite aide et dont la promesse faite à ses clients n'est pas moins mystérieuse, puisqu'apparemment si vous mettez les pieds dans ce restaurant, les cuisiniers vont pouvoir mettre le doigt sur les plats emblématiques qui ont marqué votre vie et qui vont vous permettre de vous replonger dans votre passé. De la gourmandise, de la mélancolie, le tout publié aux éditions Nami, je serai au rendez-vous. Nous arrivons enfin à l'avant-dernier titre de cette immense liste, donc 31e livre, qui est également un 2e tome, mais peut-être qu'il peut se lire indépendamment, mais je ne peux pas vous le garantir parce que je ne veux pas lire le résumé du tome 2 puisque je n'ai pas encore lu le 1er tome. Ça fait une grosse introduction avant de vous donner tout simplement le titre, puisqu'il s'agit de Bookshops and Bone Dust par Travis Baldree, qui est l'auteur à qui on doit Legends and Lattes. Je pense que ça va être plus ou moins le même délire, mais au lieu que ce soit du café, ça va être des livres. J'ai l'impression de reconnaître Viv et l'orque qu'on suit dans le 1er tome sur la couverture, mais peut-être que ce n'est pas ça. Je ne sais pas si ça se passe avant, pendant, après, si ce sont les mêmes personnages ou pas. Franchement, je veux pas prendre le risque de me spoiler parce que Legends and Lattes est actuellement sur le bar, c'est la lecture que je vais attaquer. Donc je vais faire preuve de mesure et de prudence et réfréner ma curiosité, mais je vous laisserai bien sûr tous les résumés en barre d'infos, vous n'aurez qu'à cliquer si jamais vous voulez en apprendre plus que moi. Et très hâte, parce que déjà que le premier titre a complètement renversé les réseaux sociaux par son côté réconfortant, je pense qu'avec des livres, ça va être... la même limonade. Et dernier livre de cette liste, mais pas des moindres, puisque sortira le 8 novembre Soulmate Equation de Christina Loren, le duo très renommé à qui on doit beaucoup de romances contemporaines qui ont très bonne presse. J'en ai lu certaines que j'ai beaucoup appréciées. Et dans cette dernière parution, on va suivre Jess, qui est une mathématicienne surdouée, célibataire, convaincue dans le pouvoir des chiffres, de la logique, qui va décider de se laisser embarquer par un algorithme qui lui promet de pouvoir lui dégoter son âme sœur sur des critères très factuels et mesurables et quantifiables. Et je pense que ça ne va pas être si simple, mais je suis encore une fois très intriguée et très impatiente de voir comment est-ce qu'elles vont tourner ça à leur sauce. Et ben mes aïeux, c'est sur cette dernière note que cette immense liste s'arrête. Je me doutais bien que 32 titres ce serait long et ambitieux, mais malgré tout, par 40 degrés en pleine canicule, je trouve que ça frise l'exploit. En attendant, il y a d'autres choses qui frisent, à savoir les cheveux qui sont en train de goûter sur ma pauvre nuque qui dégouline. Donc je ne vais pas m'apesantir plus avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les titres que vous avez repérés pour ces prochains mois, parce qu'il y a tellement de choses qui sortent pendant la rentrée littéraire que je suis sûre d'être passée à côté de romans qui pourraient clairement me plaire. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça dans les commentaires.
Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao! If we could run it back.